Bonjour à tous, on va reprendre l'échange de Brena Jovanov. Quatrième partie E. La maison des misères, chapitre 24. À la maison, je protégeais ma main d'un chiffon et la plongeais dans le placard au-dessus du réfrigérateur, fouillant parmi la masse de couverts pour y chercher un couteau. Je tremblais et mes doigts glissèrent sur les fourchettes et les louches avant de tomber sur celui qu'avait employé mon père, l'autre soir, pour éplucher sa pomme. La lame ne mesurait pas plus de 8 centimètres, pas vraiment aiguisée, sur un manche de bois dont le vernis commençait à s'écailler. Je l'enveloppai dans une serviette et l'ai glissée dans la poche de mon blouson. Après quoi, je relevai ma capuche et pris la direction du parc. Au carrefour de Carver-Oak, je coupai par la pelouse au-dessus des abris de pique-nique et de l'aire de jeu. Les balançoires grinçaient, le parc était désert et la fumée flottait par-dessus les toits. De l'autre côté du terrain de baseball, la colline de déchets dressait sa silhouette noire dans la pluie. Le sol devenait de plus en plus marécageux. J'escaladai la barrière pour me faufiler à travers une masse de mauvaises herbes. Au pied de la colline, j'enfonçai le couteau dans la terre meuble. La porte s'ouvrit presque instantanément, si sombre et délabrée qu'elle en devenait presque invisible. Pas de poignée. Aussi, je frappai, puis reculai. Tout d'abord, il ne se passa rien. Puis le contour s'éclaira de l'intérieur d'une lumière discrète. J'entendis tes talons résonner de loin et me sentis saisie d'une étrange sensation de fatalité. La colline avait toujours été là, dominant le parc, de l'autre côté de la barrière. Qui m'attendait? Quand la porte s'ouvrit, je ne vis personne de l'autre côté. Des lanternes de verre et de fer forgé éclairaient le corridor sur 2 rangées. Dès que je rentrai, la porte se referma. Le couteau gisait au sol et je me penchai pour le ramasser. La colline de la dame ne ressemblait en rien à la maison du chaos, avec ses murs lambrissés de bois sombre, ses sols au carrelage raffiné et ses plinthes sculptées. Tout y était propre, symétrique, brillant. Des vitraux colorés fermaient des alcôves rectangulaires le long du vestibule et des lampes à huile éclairaient les tableaux. L'atmosphère embaumait les épices et l'herbe fraîchement coupée. Au fond du vestibule se dressait une petite table surmontée d'un plat creux en argent. Un garçon se tenait non loin, vêtu d'un short bleu marine et d'une veste assortie. Il devait avoir dans les 12 ans, et il me tendit la main. « Votre carte, s'il vous plaît. »« Ma carte ? Mais qu'est-ce que tu racontes ?»« Votre visite. Présentez-la-moi, que je puisse vous annoncer. »« J'ai pas de putain de carte. Emmenez-moi voir la dame. » Il me considéra un long moment avant de me faire signe de le suivre. « Par ici. » À travers les corridors, il me conduisit vers une pièce à l'éclairage chaleureux, au sol recouvert de tapis, devant une cheminée de marbre où brûlait un feu. Ma mère aurait adoré ces meubles à l'ancienne. Une femme assise dans une bergère brodée de fleurs et sur un monceau de tissu. Elle leva la tête à mon entrée et je vis aussitôt qu'elle avait les yeux rouges comme si elle venait de pleurer. À la lumière, Cécile se révélait couverte d'une espèce de croûte jaunâtre, assemblée jeune et sans doute d'une extraordinaire beauté, mais cette apparence maladive venait tout gâcher. Je m'arrêtai sur le seuil. « Vous êtes la dame ?» Elle me regarda sans bouger d'un pouce. Le devant de sa robe présentait un savant arrangement de fronces et de plis surmontés d'un col de dentelle. Son sourire lui donnait un air fragile. « Est-ce une façon de dire bonjour ?» Elle avait la voix douce, mais son ton glacial en cassait l'harmonie. Son expression paisible avait quelque chose d'arrogant qui m'irrita. « Vous avez brûlé l'église de mon père. Ça vous va comme bonjour ?» Elle déposa sa broderie. « Malheureusement, c'était un mal nécessaire. Ma chère sœur gambadait partout comme un petit chien savant pour amuser des gens qui ont déjà dangereusement tendance à nous oublier. Il était temps de rappeler à cette ville ce qui nous définit exactement. C'est ça vos raisons? Utiliser la crainte de Dieu chez les gens qui ne croient pas en votre existence? Vous venez de détruire un édifice de 200 ans et une jeune fille est morte. La crainte de Dieu n'est rien comparée à la crainte d'un deuil ou d'une tragédie. Elle pencha la tête en souriant, dévoilant ses petites dents droites et parfaitement blanches. Mais dans l'ensemble, elle nous rend d'autres services. En fin de compte, la tragédie nous a offert des compensations en nous amenant un visiteur. Au début, je crus qu'elle parlait d'elle-même au pluriel de majesté, jusqu'à ce que j'aperçoive sur un grand coussin à même le sol une petite fille chaussée de bottines et vêtue d'une robe blanche à col marin.
Elle jouait avec un oiseau mécanique qu'elle faisait entrer et sortir d'une cage en fer. À sa taille était noué un large ruban dont l'extrémité s'accrochait au pied d'une table. Elle vous plaît demanda la dame. C'est une enfant si charmante. La fillette avait des yeux noisettes et des petites dents régulières, devait avoir 2 ou 3 ans. Elle me souriait, ce qui lui creusa une telle fossette dans la joue que j'aurais pu y mettre le doigt. Je retins mon souffle. Je ne me souvenais pas très bien d'elle, mais je la reconnaissais malgré toutes ses fanfreluches. Une petite humaine que j'avais vue toutes les semaines à l'église, à jouer à chat avec Tate sur la pelouse de l'école du dimanche. Nathalie Stewart me regardait par-dessus la cage en agitant son oiseau. La dame se pencha pour lui caresser la joue. Cela me rappela le récit de ma mère assise sur un coussin à ses pieds. Nathalie était si impeccable de propreté que cela paraissait artificiel. Alors, c'est un peu votre poupée? Ce qui fit rire la dame. J'aime les jolis enfants. Pas vous? Puis, elle complète la pièce. Comme vous pouvez le constater, j'ai beaucoup de goût pour la beauté. À l'aplomb d'un canapé de velours, la plus grande des nombreuses vitrines, arborant des coquillages et des fleurs séchées sur le mur, était peuplée de papillons épinglés par de fines pointes de cuivre. Et sur des étagères encastrées, en vis-à-vis, des oiseaux empaillés, mers légers pour la plupart, voisinaient avec un énorme corbeau aux yeux de verre orange. Tout le temps que j'examinais tous ces animaux morts, la dame m'observa depuis son canapé. Elle se leva soudain et me tourna le dos. Asseyez-vous, je vous prie, dit-elle en m'indiquant un fauteuil devant la cheminée. Oui, mais je peux plus parce qu'on m'a signalé. Réchauffez-vous. Je pris place au bord du siège, en haut dossier, me penchant un peu vers le feu. Mon blouson trempé dégoulinait sur la tapisserie. Nathalie reposa sa cage et s'approcha autant que lui permettait sa laisse. La dame sourit. Qu'est-ce qu'on dit à nos invités? La petite haussa le menton sans me regarder. Comment allez-vous? Demanda-t-elle en s'asseyant sur ses talons. Merci pour le suivi, c'est trop gentil. Elle plongea en avant, le bras tendu vers moi pour m'offrir un petit ruban chiffonné au bout duquel était accrochée une breloque. Elle le laissa tomber dans ma paume ouverte, puis tira une mèche de ses cheveux et la mâchouilla. C'est l'échange de Brina Jovanov. La dame restait immobile, le regard dans le vide, une main sur sa gorge, caressant d'un doigt un camé ovale sur son collier de velours. Elle revint vers moi, l'expression farouche. Ma sœur était une déesse de la guerre. Elle ne vous l'a pas dit. Elle attendait près du gué, une branche de frêne à la main, une aile de corbeau dans ses cheveux. Elle surveillait les armées qui traversaient la rivière et choisissait ceux qui allaient mourir. Par la suite, elle a cédé à la décadence comme les autres pour se conformer aux fantasmes des ignorants. Tous y sont passés sauf moi. Je comprends pas. Qu'est-ce que ça peut vous faire ce que les gens pensent de la Morrigan? Personne n'est immunisé contre le scepticisme et leur manque de foi en nous peut nous détruire tous. Elle me faisait face maintenant, les yeux noirs injectés de sang, la cornée grêlée de petites taches purulentes. Nous nous sommes toujours glorifiés de notre puissance. Mais si c'est cela faisait de nous des monstres. Mais aujourd'hui, la population ignore notre importance dans l'histoire, nous cantonne parmi les esprits, les farfadets malicieux, mesquins dans leurs transactions, malveillants et désarmés. Mais je vous assure, monsieur Doyle, que personnellement, je ne me sens pas désarmée. Je ne dis rien. En dépit de son apparence fragile et cet instant, elle semblait en effet d'une cruauté effroyable. Nous changeons, continua-t-elle. Ils ont anéanti ma sœur, lui ont ravi son pouvoir. Nous ne sommes plus que des êtres fabuleux soumis aux caprices de leur légende. Ce sont toujours eux qui ont décidé de ce que nous y étions. Alors pourquoi rester ici si c'est aussi difficile? Pourquoi traîner en attendant qu'ils vous détruisent? Cette ville nous
s'est attaché. Depuis toujours, nous les avons aidés et ils nous ont aidés. Vous voulez parler du sang? Nous avons droit à une compensation. Nous leur avons apporté la prospérité. Leur bourg est le plus joli, le plus fluorescent de la région. Et en retour, ils gardent de nous l'image de grandes créatures effrayantes et fières. Leur croyance nous a conservés intacts. Pourtant cela ne suffisait pas. Les toits fuyaient, la terre se déliait sous la pluie, la rouille s'était installée à Gentry et partait en pièces. La dame, elle, était blême, les yeux cernés, et comme tous les siens avait besoin de sang et de vénération pour survivre. Vous enlevez des enfants à leur famille, objectai-je. Vous les tuez, et d'après vous, ils devraient laisser faire? Nous sommes plus concernés que par cette ville. Notre importance est capitale dans leur mode de vie. Et c'est pourquoi ils nous aiment. Les yeux fixés sur le feu, je secouai la tête. C'est faux. Ils ne nous aiment pas. Ils n'ont pas besoin de nous. Ils nous détestent. La dame émit un petit souffle inaudible au début de rire. Les gens sont très fourbes, mon cher. Ils parlent et organisent des réunions et en font tout un plat. D'après vous, combien sont sincères? Elle m'opposait un sourire froid comme une poupée de porcelaine, mais son regard demeurait férocement animé. Ceux qui sont sincères s'en vont, reprit-elle. Les autres prennent racine dans cette ville paisible, se tordent les mains et gênent sur la perte de leurs enfants, et en même temps prennent leur rétribution comme ils l'ont toujours fait. J'avais l'impression qu'elle ne cesserait jamais de sourire. Alors, quand vous tuez des enfants, c'est pas en tant que psychopathe normal, moralement ruiné, mais plutôt comme un service public. Ma voix ferme renforça mon courage. Vous faites ça pour tout le monde, pas juste pour vous nourrir, mais parce que la ville a besoin de parents anéantis et d'enfants morts pour survivre, c'est ça? Pourquoi pas les brûler leur église tant que vous y êtes? Oui, rétorqua calmement la dame. Leur sang est leur sang. Et quand ils m'honorent d'un tel don, je le reçois et leur offre la prospérité. Elle tenta de me toucher le visage. Acceptez-le, mon cher, comme tout le monde avant vous. Je m'esquivai. Si vous n'avez pas l'intention d'exterminer toute la ville, pourquoi vous en prendre à l'église? Pourquoi les faire souffrir alors que vous allez de toute façon prendre leur sang? Parce que ma misérable sœur, à force de jouer les lutins, s'est bien éloignée des limites de mon autorité, permettant à ces farfadets de se donner en spectacle dans les rues à la moindre occasion. Son approche scrupuleuse de la prudence pourrait paraître précieuse aujourd'hui, mais elle nous mine tous. Jamais ils ne seront assez ravis pour lui donner ce qu'elle veut, s'ils pensent à leur propre tragédie. Alors vous la punissez? Je désire seulement que nous soyons amis, précisa-t-elle avec le beau sourire cruel. Je suis prête au compromis, mais je n'y peux rien si elle refuse d'entendre raison. Il me faut la punir. Pourriez-vous le lui dire la prochaine fois que vous la verrez? Dites-lui que tout cela aurait pu être évité. Je suis pas votre messager. Je travaille pour la Morrigan et mon emploi ne consiste pas à lui dire où elle commet des erreurs. Oh, mon naïf ami, la Morrigan ne vous commande en rien. Vous êtes une créature libre, venue me voir ce soir de votre plein gré. Elle vous aurait retenu si elle l'avait pu. À l'occasion, vous pourriez musarder sur sa pitoyable scène. Mais votre volonté reste pleine et entière. Au moins votre sœur s'intéresse à autre chose qu'à elle seule. Elle m'a sauvé la vie, alors ne parlez pas d'elle comme d'une inférieure. C'est une inférieure. Elle ne possède ni fierté ni dignité. Elle envoie ses créatures faire les singes et se rabaisser devant la ville. Alors vous avez décidé de la détester?
Elle a menti, elle m'a trompée. Elle a volé un enfant dans ma maison pour le ramener chez lui. Elle m'a défiée et nous a menacés de tout révéler. Elle a failli détruire cette cité. Elle trouve dégoûtant de traiter les enfants comme des jouets ou des animaux, et elle a raison. Qu'est-ce que vous allez faire de votre dernier jouet? L'épingler à votre tableau de chasse pour l'exposer ensuite à tout le monde, faire admirer sa beauté? Cette petite espiègle, rien de tout cela. Elle ira reposer sous terre comme les autres. Elle passera inaperçue. Pas besoin de se faire remarquer pour compter. C'est une petite fille qui avait une famille, une sœur. Fort bien. Maintenant, elle n'a plus rien. Elle partira pour le carré non consacré 1 heure avant l'aube, entre la Toussaint et le jour des morts. Et elle mourra pour le renouveau de la ville. C'est tout ce qu'il vous faut pour être heureuse? Vous tuez des petits-enfants, et puis vous rentrez chez vous jusqu'à ce que vous puissiez recommencer? C'est agréable comme existence? La dame jeta un coup d'œil vers Nathalie, comme dégoûtée de devoir se servir d'un être si misérable. Nous étions considérés comme des guerriers. Aujourd'hui, nous sommes réduits à l'état de démons et de lutins. Seul le sacrifice des faibles nous garde vivants. Je reculai un peu sous l'aile des papillons épinglés, sous le regard de verre des oiseaux morts, m'accrochant au grand meuble ancien. Tout paraissait aussi clair que si je n'avais jamais vécu autre chose. La dame prit une clochette de cuivre sur la table, en tirant un son clair et cristallin. Après quoi, elle retourna s'asseoir sans me quitter des yeux. Cet entretien a trop duré, monsieur. Je vous remercie de votre compagnie et ne vous tiens pas rancune. Mais je ne saurais revenir sur la destruction de l'église, ni vous donner ce que vous désirez. Le coupeur vous accompagnera au dehors. Je n'avais pas oublié ce que la Morrigan avait dit au sujet du coupeur. Je tâchai de me le représenter, silhouette massive, énorme et imposante. Mais elle fut vite remplacée par l'image d'une femme qui gisait sur le dos dans un bassin d'eau boueuse, le visage écorché, les bras liés sur le côté. Non, dis-je tout en sachant que ça ne servirait à rien qu'à me soulager. Non, je ne la laisse pas ici. Ce n'est pas qu'une enfant. Non, ce n'est qu'une enfant. Toute discussion est inutile. Je ne vous la céderai pas. Contre mon gré, et vous ne pouvez pas m'opposer au coupeur. Nul ne le peut. J'essayais d'imaginer quel héros le pourrait, ce que ferait quelqu'un comme Tate. Mais Nathalie était sa sœur, et je me retrouvais coincée dans ce sous-sol avec une femme qui vidait les lacs pour les répandre dans le salon de sa sœur quand elle ne se sentait pas d'humeur, qui provoquait d'incessants déluges et incendiait des bâtiments pour s'assurer que personne ne l'oublie. Face à elle, je ne pouvais rien. Lorsque la porte s'ouvrit, Nathalie eut un mouvement de recul et courut se réfugier dans la jupe de la dame sans lâcher sa cage. Le coupeur venait d'entrer. Il était mince, plus grand que la dame. Il aurait pu être son frère, avec les mêmes cheveux sombres, le même regard malade. Et moi, j'avais l'impression de le reconnaître. Cela me revenait par flash. Ce manteau noir, cette fine bouche blafarde, ce visage émacié, autant de souvenirs vagues, informes, surgis d'un rêve ancien. Il toucha son front alors qu'il ne portait pas de chapeau. Soudain je me revis, juste assez petit pour tenir sur son épaule. Il se glissait dans la chambre, sortant le vrai bébé du berceau, fermant la fenêtre et me laissant seule. C'était tout ce que je me rappelais de ma vie antérieure à Jeannetree. La... Pardon. La dame se leva pour lui dégager la voie, et il la laissa s'éloigner en le suivant d'un œil perçant. Elle lui dit sans le regarder. Veuillez raccompagner notre invité, monsieur, je vous prie. Le coupeur sourit. Étrange sourire vide. Il s'inclina devant moi. Je perçus alors l'odeur de sa peau toxique imprégnée de fer. Je sentais les battements de mon cœur, pas seulement dans ma poitrine, mais dans mes bras, mes mains, ma gorge. La dame s'était recouvert le visage d'un mouchoir, et ma question ne relevait pas tant de la curiosité que d'une totale confusion. Qui est-ce? Elle me répondit derrière sa dentelle blanche. Un sadomasochiste qui se prête à d'autres souffrances, car il lui plaît d'assister à celles des autres. Le coupeur ne semblait pas particulièrement traumatisé par ce qu'il avait pu subir. Ses yeux cerclés de rouge, injectés de sang, ne l'empêchaient pas de se mouvoir avec vivacité. « Venez !» souffla-t-il d'une voix cassée. Il m'attrapa par le poignet. Alors qu'il m'entraînait, je jetai un regard par-dessus mon épaule. La dernière chose que je vis fut la sœur de Tate qui regagnait son coussin en serrant sa cage contre elle. Comme
Comme les exhalaisons m'envahissaient, je chancelais. Le coupeur me tenait fermement, me plantant ses doigts dans le bras. Il arborait une expression polie, tel un gentilhomme caracolant, dans une voiture attelée, mais sa voix restait rude et aurait pu appartenir à quelqu'un d'autre. Doucement, dit-il. Tout va bien. La main sur mon bras, il m'emmenait le long du corridor. Dis-moi, cousin, quel temps fait-il dans le parc ce soir? J'ai eu l'impression que cela sentait la pluie. Comme je ne répondais pas, il me secoua légèrement, resserra son enceinte, me tirant par le coude. Son manteau flottait derrière lui. Ne vas pas t'évanouir sur moi maintenant, hein? Ou je serai obligé de te gifler. Tu crois peut-être que je me fiche de ce qui pourrait nous arriver à la surface, mais Seigneur, j'aime cette ville. La dame regrette le temps jadis, et pourtant, ces tribus et ces villages ne pouvaient rivaliser avec l'hospitalité que nous avons reçue ici. Je m'efforçais de placer un pied devant l'autre, de me tenir droit, et de garder les yeux baissés sur le sol. Il poursuivit. Je vais te raconter une histoire à propos de nous et des gens qui vivent là-haut. C'était une époque misérable, sans perspective, et tous comptaient sur nous pour leur salut. Cousin, nous avons recueilli plus de sang qu'aucune colline n'en avait jamais reçu. En un an, nous saignons leur agneau chaque jour de fête païenne. Un Bolk, Beltane et Lamaz, mais aussi chaque jour de fête de sang. Son sourire dégageait des petites dents droites, mais ses gencives étaient à vif purulentes. Il existe bien des saints, cousin. Durant la Grande Dépression, vous avez pris du sang à cette ville? Vous avez enlevé leur enfant, ils ont accusé Kellan Corey. Ils l'ont perdu sur Earthworld. Ils l'ont pendu. Pardon. Le coupeur s'arrêta, se tourna vers moi, un grand sourire aux lèvres. Oh, mais c'est bien Corey qui l'a fait. Ne t'y trompe pas. Il les avait enlevés. L'haleine qu'il dégageait en parlant devenait de plus en plus pestilentielle, une puanteur de rouille et de sang moisi. Je me dégageai de son emprise, m'adossai au mur. Qu'est-ce que vous racontez? C'était pas un kidnappeur. Il voulait juste mener une vie normale. Certes. s'esclaffa le coupeur. Certes. Il voulait vivre dans la paix et l'harmonie, tenir sa boutique et rêvasser avec sa fiancée. Mais nous désirions autre chose, et nous obtenons toujours ce que nous désirons. Cette fois, je contemplais attentivement son visage symétrique, son nez droit et son menton pointu, mais ses yeux tellement creux avaient perdu toute expression. Mis à part le groupe de filles décomposées, les gens du crassier semblaient en bonne santé. Ils étaient bizarres, parfois affreux, mais ne paraissaient pas souffrir et garder les yeux clairs. Le coupeur avait l'air contagieux. Je repris ma respiration par à coup, car mon champ de vision rétrécissait et je ne pourrais rien faire pour arrêter ça. Il me reprit le bras, le secoua violemment. Reste avec moi, cousin. Nous arrivons presque à la porte. Comment vous avez obtenu ce que vous vouliez de lui? Corée, facile. Il avait une fiancée simple et pieuse qui jouait du piano à l'église le dimanche et se fichait d'avoir affaire à un excentrique. Au début, il ne voulait pas se plier à nos exigences, mais à la fin, il ne demandait que ça. Sa voix se fut plus pressante. Quand j'ai eu fini avec elle, il ne restait que la moitié de sa poulette, et il aurait fait n'importe quoi pour qu'elle ne perde pas davantage de doigts. Je me sentis pris de vertige, au bord de la nausée.
Ce que j'ai compris, c'est pas vous qui l'avez tué, mais le shérif et ses adjoints, en mobilisant la foule pour le lyncher. Oh, si, nous l'avons tué. C'est la populace qui s'en est prise à lui. Mais nous restons ses seuls exécuteurs. Ils l'ont amené jusqu'au charnier sans même trop savoir pourquoi, à coups de matraque, en le battant comme un chien tout du long de la rue. Mais il lui restait encore assez de vie pour hurler. Vous avez tué l'un des vôtres. De nouveau, il m'entraînait à travers le corridor aux plantes sculptées et au papier peint, jusqu'au vestibule avec son fin carrelage et ses élégants lambris. Tout me semblait flotter et virer au flou. Le coupeur ouvrit la porte. Tiens, va rejoindre tes petits amis. Derrière, je sentais les feuilles mortes et l'air frais. J'avais besoin de retrouver le parc où je pouvais respirer, mais la sœur de Tate restait accrochée à son joli fauteuil. Et même si tout tournait autour de moi, je me dressais face au coupeur. Et si je veux pas? Il se tenait immobile près de la porte comme un parfait courtisan, mais sa bouche mince et les ombres creusées sous ses pommettes mauves lui donnaient une tête de squelette. Fais ce que je te dis, sinon ce sera l'enfer pour toi. Tu es sans doute quelqu'un de bien, d'honnête, cousin. Mais tu n'es pas mon cousin. Sa main s'abattit entre mes épaules et il me projeta dans la direction de Gentry, du monde extérieur. J'atterris à quatre pattes dans la bruine. Entendis la porte claquer derrière moi. Je me relevai en toussant, filai à travers le parc. À l'angle de Carver Street, cependant, je m'arrêtai dans le halo d'un réverbère pour examiner la breloque qui m'avait donnée Nathalie. Le ruban effiloché en était tout collant, ne retenant qu'une tirette de fermeture à glissière en plastique rose en forme de nounours. Je me rendis à l'unique table de pique-nique où Roswell et moi nous étions assis la nuit précédente et me laissai tomber sur le banc pour réfléchir. J'étais épuisée. Mes poumons me faisaient mal et mes vêtements sentaient la fumée. L'église de mon père avait disparu et Nathalie Stewart n'était pas morte. Mais cela n'allait pas tarder. J'avais envie de devenir invisible, de disparaître, de m'étendre sur le sol pour m'y laisser engloutir. Ainsi, je ne sentirais plus rien, je ne penserais plus à rien. Je deviendrais herbe et racine. Rien. Mon portable vibra dans ma poche et je le sortis pour voir qui appelait. Emma. Je devrais répondre au moins, lui dire où j'étais, que j'allais bien, mais il me semblait impossible de parler en ce moment. Alors je regardai, scintillait son nom, avant d'éteindre. Sacré, chapitre 25. Je m'éveillai en frissonnant, pelotonné sur le banc de pique-nique, le cou douloureux, les pieds engourdis. Il était 6 heures du matin, j'avais manqué 9 appels d'Emma et de Roswell. J'avais mieux à faire que d'aller au lycée aujourd'hui. Il fallait que je rentre prendre une douche et dormir dans un lit. Mais d'abord, parler à Tate. J'empruntai le chemin le plus long afin de passer devant sa maison. Elle était dehors, dans le garage, ce dont je conclus qu'elle avait soit planifié de manquer les cours, soit prévenu l'administration qu'elle s'était battue avec Alice. Le règlement prévoyait une suspension pour toute bagarre dans l'enceinte de l'école. Le capot de la bouille était relevé et Tate tapait dessous. À mon arrivée, elle se cogna et laissa tomber une clé qui heurta le ciment dans un fracas métallique avant de rebondir sous la voiture. Tate recula en faisant la grimace. Je l'appelai et m'aperçut que j'avais la voix enrouée. Elle se retourna en souriant, se figea. « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais ici ?» Je la tirai au dehors en pleine lumière. « Tu connais ça ?» Elle se pencha sur la tirette en forme de nounours. « Où as-tu trouvé ça ?» Sans répondre, je me contentai d'essayer de la laisser deviner à la seule expression de mon visage, mais elle me contempla d'un air affolé. « Où tu t'es procuré ça? Tu l'as trouvé quelque part ?» Elle me l'arracha des mains. « Tu vois ça? Ce truc en plastique. Dis-moi tout de suite où tu l'as trouvé. » Comment lui expliquer l'horreur de la situation? Moi-même, je n'arrivais pas à la formuler, ce qui se passait dans notre ville. Vas-y, devine. C'est là. Je vis alors changer sa physionomie, comme si quelque chose se brisait en elle. T'as vu ma sœur? J'avais la bouche tellement sèche que je n'en revenais pas. Sous la colline. Mais tu l'as bien vue. Là, elle est vivante. Tu l'as vue et tu n'as rien fait. Tu ne l'as pas ramenée. Honteux et impuissant, je dus admettre que non. J'ai pas pu, Tate. Ils font ça depuis si longtemps, ils sont persuadés d'en avoir le droit, et personne les arrête. Personne ne fait rien du tout. Je sais pas pourquoi.
Je sais pas quoi faire non plus. T'as intérêt à trouver. Je pensais à ma mère étrange descendre froide et triste. Tu es sûre d'y tenir? Absolument, bon sang, c'est ma sœur! Cria-t-elle en tapotant sur le capot de la voiture. Tu crois que je ne ferai pas tout pour récupérer ma sœur? Je ne savais pas comment expliquer ma vie à la maison, à quel point elle pouvait devenir bizarre, glaçante. Comment ma mère se voyait encore punie pour avoir survécu, comment ils avaient attendu 15 ans pour obtenir vengeance, parce que les gens comme eux, 15 années ne représentaient que quelques secondes, et qu'ils ne pardonneraient jamais rien. Ça va bousiller ta famille, expliquai-je. Elle me prit la main en soupirant non, pas comme une copine, mais comme si elle était en train de se noyer. Maki, ma famille est déjà tellement bousillée que je ne vois pas ce qu'on pourrait faire pour aggraver les choses. Elle me serra les doigts, et je me sentis submergée par une puissante odeur de métal. Dis-moi ce que je dois faire. Tate ne demandait jamais à personne que faire, et je n'avais pas de réponse à sa question. Je ne possédais aucun savoir spécial. C'était juste des choses qui arrivaient tout le temps depuis des dizaines d'années, peut-être des siècles. Elle avait les yeux brillants, mais pas de larmes. Ce n'était pas du genre de fille à supplier. Je dois bien pouvoir faire quelque chose parce que je ne vais pas rester là à me tourner les pouces. Je lui pris la main pour tâcher de la calmer. Ils avaient dû travailler Kellan Corrie au corps avant de parvenir à la faire coopérer, mais le Cooper avait fini par trouver. On peut obtenir beaucoup de quelqu'un quand on coupe les doigts de sa copine. Reste là, dis-je sans le lâcher. Elle me décocha un regard terrible. Non, pas question, tu parles de ma sœur. Pas question que je reste sagement là comme une bonne petite fille obéissante, pendant que tu vois ce que tu vas pouvoir faire. Elle était si courageuse, si intrépide que je mentis en disant « Écoute, c'est comme ça. Tu peux rien faire pour l'aider. Alors tu rentres dans cette maison, tu t'y enfermes à double tour, et je vais trouver quelque chose. » Je l'embrassai en hâte et filai sans regarder son visage. J'étais à peu près sûre que Tate allait me suivre, mais elle n'en fit rien. Arrivée au bout de sa rue, comme je ne l'entendais pas me crier des injures ni me courir après, je me pris à espérer que cette fois elle allait peut-être bien m'écouter. Je regagnai la maison en inventoriant mentalement mes ressources. Pas très encourageant. Même si la Morrigan détestait sa sœur, elle n'allait pas m'aider à sauver Nathalie dans la mesure où un sacrifice humain n'entrait pas dans sa liste des motifs inappropriés aux enlèvements d'enfants. À moins qu'elle n'ait juste peur de sa sœur, comme n'importe qui d'abord. Peur de ce qui arriverait quand la dame prenait quelqu'un à faire une chose qu'elle n'aimait pas. Je ne voyais pas de solution. Je n'avais aucun plan. Il me restait une demi-fiole d'analytique et un vieux couteau à découper, rien qui puisse vraiment m'aider à rétablir l'ordre des choses. À l'angle de Concorde de Wicker, je m'arrêtai un bon moment sur le trottoir en considérant ma maison comme s'il s'agissait d'un jeu genre. Trouver l'erreur cachée dans l'image. Le jardin n'allait pas, et il y avait trop d'erreurs à comptabiliser. L'escabeau était sorti sur la pelouse. De longues traînées de boue souillaient l'allée où on avait marché et piétiné l'herbe par endroits. La gouttière était bouchée par un amas de feuilles mortes et l'eau s'égouttait sur les marches. Une citrouille écrasée gisait dans une masse de pulpe au milieu du perron. Les trous de ses yeux me fixaient. Dans l'entrée, je fus frappée de trouver la maison déserte. Mon père était peut-être au commissariat ou en train d'aider la famille de Jenna pour les premiers préparatifs de l'enterrement. Il devait consoler les gens, calmer le désordre. Quant à ma mère, elle devait être à l'hôpital, en plein travail. Mais Emma n'avait pas cours avant 9 heures. Son sac traînait sur une patère derrière la porte. J'attendis une seconde avant de l'appeler. Pas de réponse. Son manteau gisait sur le banc près de la table du courrier. Toutes les lumières étaient éteintes, et je me déplaçais lentement en longeant le mur. Personne dans la maison. Pourtant, j'avais la désagréable impression de ne pas être seule dans la pièce. Il me fallut un certain temps avant d'entendre non pas des pleurs, mais un soupir étouffé. Puis, plus rien. Emma ? J'allumai, m'agenouillai et la découvris sous la table. Tous les couverts en inox formaient un cercle autour d'elle. Et elle croisait les bras sur sa poitrine, armée d'un couteau de boucher. Elle avait un bleu sur la joue. « Emma, qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle ouvrit la bouche mais ne dit rien, secouant lentement la tête. Je tendis la main vers elle, mais le cercle de métal m'envoya une décharge douloureuse dans le bras, et je retombai assis, fermant les yeux, car la cuisine tournait autour de moi. « Enlève ces trucs !»
D'un mouvement rapide, frénétique, elle fit non de la tête. Je tirai mes manches sur mes mains et ôtai moi-même couteau et fourchette avant de les tirer vers moi, de la traîner vers la lumière sur le lignum. Elle avait des feuilles mortes et des brins d'herbe sur ses vêtements et dans les cheveux un t-shirt plein de boue. Sur ses bras nus apparaissaient de minces brûlures en spirale jaune clair. Quand j'en touchai une, elle étouffa un cri et sa peau me parut collante à cet endroit. J'ôtai vivement le doigt. Ils sont venus dans la maison lui demandai-je. Non, murmura-t-elle. Dehors, dans le jardin. Moi, je tenais sur l'échelle, tu sais, pour nettoyer la gouttière bouchée et il. euh, elle riait. À quoi elles ressemblaient? Elles étaient comment? Comme moi? Elle me jeta un regard angoissé. Non, pas du tout. Elles étaient affreuses. Je m'aperçus que je lui entraînais l'épaule et me calmai. Affreuses comme quoi? Comme décharnées, trop blanches et décomposées. Sans prévenir, elle plongea le visage contre ma poitrine et continua de parler dans ma chemise. Elles étaient mortes, Maki! La douleur jaillit entre mes côtes, m'arrachant un cri. Aïe, lâche ça! Elle considéra un instant le couteau qu'elle portait comme si elle ne s'attendait pas à le trouver dans sa main, puis le jeta. Il tournoyait dans l'air avant d'atterrir par terre, pointé vers le réfrigérateur. Elles ont traversé la pelouse, continua Emma dans un soupir, pour venir se placer autour de l'escabeau. Elles m'ont demandé si je voulais venir leur rendre visite, car elles travaillaient dans un sanatorium. Et j'étais le genre de fille qui avait besoin de leur savoir-faire. Ensuite, demandai-je en ôtant l'herbe qui maculait son t-shirt et ses cheveux. Qu'est-ce qu'ils ont fait à tes bras? Elles m'ont fait tomber avec leurs ongles si longs et... Elle ne termina pas, mais me montra ses brûlures encore à vif, qui dégageaient une puissante odeur d'ozone. Comment t'as fait pour leur échapper? Elle me décocha le sourire le plus ironique que je lui ai jamais eu. J'ai récité le psaume 23. Tu les as chassés en citant des versets de la Bible? Je les ai lus, Maki. Attends. Tu as un livre qui dit que si une troupe de filles pourries se présente dans ta maison et se met à brûler des graffitis sur tes bras, il te suffit de réciter des psaumes pour les faire partir. Des revenants. Quand une personne revient d'entre les morts, on dit que c'est un revenant. Elle semblait parfaitement sérieuse et sa chemise trempée me mouillait jusqu'aux os. Elle tenait les bras ouverts écartés de son corps en essayant de me montrer à quel point elle souffrait. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Emma, je suis désolée. Je vais te donner de l'eau oxygénée ou de la teinture d'iode ou je ne sais quoi pour désinfecter ça. Dis-moi juste ce que je dois faire. C'est bon, assura-t-elle. Je vais bien. Elles ne sont même pas entrées dans la maison. Et ces trucs, ce n'est pas aussi grave que ça en a l'air. Ça m'a fait très mal, mais ça va mieux maintenant. Je ne sens presque plus rien. Tu as froid? Un peu, pas trop. Pourtant ses mains bleues disaient le contraire. Ses veines apparaissaient sous sa peau, formant un réseau obscur, et ses ongles avaient viré au gris. Elles ont pris mes gants de travail, murmura-t-elle d'une voix tremblante. Elles avaient mes gants. Je me relevai. D'accord. Allume toutes les lumières et boucle les portes. Je rentrerai aussi vite que possible. Elle m'attrapa par la manche, mais ses doigts dérapèrent, comme si elle ne savait plus les faire fonctionner. Attends! Où vas-tu? Chercher tes gants. Le prix. Chapitre 26. Sous le crassier, la maison du chaos suintait d'humidité après la pluie. Les deux grandes cheminées avaient été allumées et il faisait plus chaud que d'habitude dans la salle. Le groupe des filles bleues décomposées se blottissait autour du feu en travaillant sur les fioles de Janice, fondant de la cire sur les bouchons et en collant des étiquettes. Elles formaient une sorte d'assemblée, se passant les bouteilles en parlant à voix basse. Derrière le bureau de la réception, la Morrigan s'était encore assise par terre pour jouer avec une poupée de plumes et de chiffons sales. Je contournai le bureau pour la retrouver.
Salut le rebut, lança-t-elle sans lever la tête. Tu es venu me dire que tu regrettais de t'être enfui pour aller supplier ma sœur? Non, je suis là pour vous dire que vous commettez une énorme erreur. Et arrêtez de m'appeler comme ça. Mais qu'est-ce que tu préfères? Enfant trouvé? Change-le. Enfant abandonné dans le berceau d'un autre? Elle laissa tomber la poupée et ses dents reflétaient la lumière de l'âtre. Je t'ai donné des médicaments. Je t'ai soigné. Sans mes attentions, tu serais mort. Ce qui ne t'a pas empêché de m'évincer, de m'ignorer au profit de ma sœur. C'est ça. J'ai parlé à votre sœur, d'accord. Bon, je suis un type dégueulasse. Maintenant, dites à vos sales traînées de rendre ses gants à Emma. La Morrigan me fit signe de me tourner vers le fond de la salle. Dis-leur toi-même. Les filles s'étaient tapies au sol et riaient sous cape. L'une d'elles, qui semblait morte de faim avec ses cheveux emmêlés et ses balafres sur les bras, portait des gants de jardinage roses. Je traversai le vestibule et vint me dresser devant elle. À la chaleur du feu, elle sentait encore plus mauvais, la saleté humide, rance, les chairs en décomposition. Dans la lueur mouvante des flammes, leur teint virait verdâtre. Tu désires demanda celle qui portait les gants d'Emma avec un sourire à demi fondu, dévoilant des dents noires et des gencives pourries. Donne-moi ça. Quoi? Rends-moi les gants de ma sœur. J'en ai marre de jouer au détective. Sa voisine lui envoya un coup de coude. Elle tenait à la main un bâton fumant et un morceau de cire à moitié fondu. Sa langue bleue et sa bouche grouillée d'asticots. Ah ouais? Et qu'est-ce qu'elle recevra en récompense? Embrasse-la, souffla la fille d'un soirée d'Halloween. Les autres s'esclaffèrent en se couvrant la bouche. C'est ça. Embrasse-la et on te rendra les mains de ta sœur. Celle qui portait les gants se leva en souriant. Rien qu'une fois, dit-elle d'une voix douce, presque triste. Embrasse-moi une fois et je te les rendrai. Elle avait sans doute eu les yeux verts autrefois, à présent ils n'étaient pas les voilés. Inutile de feindre la passion. Donne-moi juste une chance de croire que tu ne me trouves pas répugnante. Sous le regard attentif des autres, je me penchai et embrassai la fille sur la joue au coin de la bouche. Elle sentait mauvais, mais sous sa puanteur de pourriture se dégageait celle d'encens et de fleurs funéraires, l'arôme lugubre du chagrin de ceux qui ne meurent jamais vraiment. Au-delà de ce qu'elle me demandait, je gardai le visage près du sien, la bouche contre sa joue. C'était tout ce qu'elle désirait. Je voulais que ça compte, car je compatissais. Elle était morte, et moi pas. Alors que je me redressais et que les filles accroupies au sol ne cessaient de murmurer, celle au gant m'adressa un regard mélancolique. C'était bien, souffla-t-elle en tendant mes mains. J'ai pris les gants par le bout des doigts et tiré. Dessous apparurent des mains d'un rose très sain, mais ses ongles viraient déjà à l'anthracite. Elle poussa un soupir et me sourit, ce qui me fit craquer la peau de ses lèvres. Je fourrai les gants dans la poche de mon blouson et retournai vers le bureau où la Morrigan continuait de jouer à la poupée, la faisant danser sur le sol. Je sentais encore l'odeur nauséabonde de la fille et ce miasme spectral qui s'accrochait maintenant à moi. La Morrigan chantonnait et j'eus fort envie de lui balancer un coup de pied. Pourquoi vous les avez laissés faire ça, Emma? Je croyais qu'on était mis d'accord pour que vous lui fichiez la paix si je travaillais pour vous. Je croyais qu'avec Janice, elles étaient amies. La Morrigan me fusilla de regard. Tu as choisi de faire appel à ma sœur. Tu t'es précipité chez elle à la première occasion. Elle avait fait tout ce qu'elle pouvait pour détruire cette ville. Et tu allais la saluer? Elle envoya la poupée contre le pied du bureau. Ils ne veulent pas nous accorder leur faveur quand ils sont tristes. Ils sont trop occupés par leur propre misère, leur petite tragédie, et ils ne nous aiment pas. C'est vous qui avez commencé. Vous avez provoqué la dame en lui reprenant ma mère. La Morrigan s'assit en tailleur, serrant sa poupée contre elle. Tu vois où ça nous a menés? La ville est malade. C'en est un empire d'année en année. Et maintenant, ces bâtiments s'effondrent. La maison de Dieu est détruite. Et même les rails du train et les ponts sont rongés par la rouille. Je poussai un soupir, les dents serrées, puis lui montrai la fermeture avec le nounours. Ils vont tuer une enfant de 3 ans. Pas un guerrier, ni un roi, une petite fille. Comme vous.
La Morgane prit l'ours en plastique, le retourna puis releva la tête montrant ses dents pointues. Non, pas comme moi. Je suis plus robuste. Tandis qu'elle va ensanglanter une rivière. C'est quoi votre problème? Demandai-je sèchement. C'est toi que tu as choisi à notre place, comme chaque fois. Et je vais continuer. C'est pas la question de choisir son camp ou non. La dame est complètement jetée et vous savez comment l'arrêter. Dites-moi ce que je dois faire pour récupérer Nathalie. Elle parut réfléchir et me lança un regard amusé. Les morts sont morts, dit-elle. Mais ma sœur n'est pas une tendre non plus. Parfois, elle ne fait pas la différence. Bon, ça veut dire quoi? Qu'il y a toujours des enfants en surplus, morts dans des lits d'emprunt, enterrés dans des vêtements d'emprunt et qui attendent qu'on se serve d'eux. Difficile de dire si son grand sourire était cruel ou simplement naturel. Non, dis-je. Vous parlez pas d'enfants, là, mais de cadavres, de profanation de tombes. Appelle ça comme tu veux. Tu voulais savoir comment je m'y étais prise et je te l'ai dit. J'en ai... La nuit était longue et son salon plein de beautés mortes. J'en ai échangé une contre une vivante. Il lui a fallu des heures pour s'en apercevoir. Le temps qu'elle comprenne que son trophée avait disparu et que l'enfant silencieux dans son salon était l'un des nôtres. En riant écurie, je repris ma respiration. Alors racontez-moi comment vous avez fait croire à la dame que ce n'était pas un vrai cadavre. Et Morgane sourit en secouant la tête. Mon cher, il était tout ce qu'il y a de plus vrai. Alors, comment vous lui avez fait croire? Comment vous avez remplacé un truc vivant par quelque chose qui l'était pas? Elle jouait avec la tirette qu'elle roulait entre ses doigts en chantonnant et se balançant. Nos enfants pourrissent, mais pas aussi vite que les leurs. Nous ne connaissons pas ce stratagème. Ces remplacements manqués. Devant la cheminée, les filles bleues gloussaient en se dressant mutuellement les nappes. Celle que j'avais embrassée me jeta un regard par-dessus son épaule. Juste un. Puis se détourna, la tête basse. La Morgane se leva, la poupée dans une main, la fermeture dans l'autre. Elle avait vraiment l'air d'une petite fille étrangement démodée malgré ses dents agressives et ses immenses yeux noirs. Je ne suis pas ta tutrice, je ne te dois rien. Plus maintenant. Je n'ai pas l'intention de la mettre en colère. Ce n'est pas mon affaire, mais tu devrais savoir combien il t'en coûtera. Chacun doit connaître le prix de ses actes. Quel prix? Elle laissa tomber la poupée qui s'étala au sol, bras et jambes écartés. Si tu n'as pas encore compris après tes escapades de la matinée, ce n'est pas moi qui vais te le dire. Souriante, elle me rendit le nounours en plastique, que je finis par reprendre. Ressusciter les morts, chapitre 27. Émergeant dans la brune et du brouillard, je fus soulagée d'apercevoir le pardessus noir de mon père accroché dans l'entrée. Dans la cuisine, la bouilloire sifflait et des tasses attendaient sur le comptoir, mais je ne voyais pas Emma, juste mon père qui tournait le dos à la porte. Je n'eus pas le courage de lui demander comment il allait. Il avait l'air trop anéanti, les épaules rentrées, la tête basse, comme s'il priait. L'échange de Brena Yovanov. Ou pleurer, incapable d'affronter ce genre de situation. Jetai mes chaussures pour monter à l'étage. Dans la chambre d'Emma régnait un chaos de livres et de plateaux en plastique remplis de pousses et de boutures. Ces étagères grimpaient jusqu'au plafond, ce qu'il restait des murs était tapissé de cartes postales, de photos de serres et de jardins découpés dans des magazines. Elle était assise sur son lit, tassée sur elle-même. Ses mains avaient repris leur aspect normal et elle avait collé des pansements sur ses bras. Elle m'accueillit d'un air las. Salut. Je n'avais même pas l'énergie de lui répondre, juste envie de lui demander pourquoi elle n'était pas en bas avec mon père. Ça ne pouvait tout de même pas provenir de l'attaque des filles bleues ce matin. Partout régnait encore cette odeur de fumée, sur mes vêtements, dans mes cheveux. Le jean d'Emma traînait par terre et j'y percevais des étuves goudron chaud et de fils de cuivre brûlés. Les mains croisées sur ses coudes, Emma s'adossait contre la tête du lit. Pourquoi elles m'ont fait ça? Parce que j'ai énervé quelqu'un. Comme elle détournait la tête vers la fenêtre, je ne sus qu'ajouter. J'y avais réfléchi, mais qu'avais-je réellement accompli?
Je t'ai rapporté tes gants, dis-je en les sortant de ma poche. Je les jetai sur les lits, ils restèrent là, roses et sales. Emma les prit et les enfila. Je m'assis à côté d'elle, promenai mon regard sur la pagaille. Il y avait des livres ouverts partout, sur le bureau, des pages marquées de post-it et de trombones de couleur. Des volumes sur la chimie et sur le folklore, et un petit ouvrage de poche écorné, la ballade de Tamlin. Emma appuyait sa tête sur mon épaule. Qu'est-ce qui se passe, Maki? Elle avait demandé ça d'une voix à peine audible, triste, l'air de très bien savoir que la réponse ne pouvait être agréable. Je posai ma joue sur ses cheveux. Comme toujours. Elle hocha la tête comme si elle s'en doutait. Mais de quoi au juste? Des événements récents, des saletés ordinaires de Gentry? On savait qu'il se passait des choses, sauf qu'on ignorait quoi. Je sais ce qui va pas avec maman, ajoutai-je. Une petite boîte de granit où doit être enfermé son cœur? Dans le genre, oui. Tu sais que je viens d'ailleurs. Autrefois, pour elle, ça s'est passé encore avant. Ils l'avaient enlevée, et puis ils l'ont ramenée. Et elle n'a jamais pu vivre normalement depuis. Emma contemplait encore ses dents roses. Tu es sûre? Ouais. De nouveau, elle se serra contre moi et on resta ainsi, dans les bras l'un de l'autre. Dehors, le ciel restait sombre et lourd. La pluie crépitait contre la vitre, reflétant les lueurs rouges et jaunes des voitures de la rue. On a un truc terrible à faire, dis-je encore. Il faut creuser, je m'interrompis. Il y a cette chose qui a remplacé la sœur de Tate. On doit la ressortir. Emma se redressa. Qu'est-ce que tu racontes? Je n'avais pas envie d'en dire davantage. On n'avait pas le choix. Il allait falloir commettre la pire des profanations. Même si je me dégonflais et laissais mourir Nathalie, ça n'empêcherait rien. Il continuerait de remplacer des enfants. La Gentry continuerait de détourner les yeux, comme toujours. Sauf que là, je m'en sentirais un peu responsable. Je pris une longue inspiration. Nathalie Stewart est vivante. Et je crois qu'on peut la sauver. Mais il faudrait la remplacer par quelque chose. Si on peut récupérer ce corps, il existe des moyens de le réveiller. Je ne suis pas encore trop sûre, mais je trouverai. J'ai entendu parler de ces histoires des lueurs revenues de chez les morts. Mais il faut leur sang, ou parfois les possessions des gens qui les ont remplacés. Il nous faut quelque chose ayant appartenu à Nathalie. Tu pourrais demander ça à Tate? Franchement, je ne sais pas si on a raison. En tout cas, j'ai dit un truc. Je sortis la tirette en forme de nounours. C'est pas grand-chose, mais ça vient de Nathalie. Elle prit un air débutatif. Si tu veux, je vais vérifier dans les légendes populaires, les essais scientifiques, si on ne trouve pas des instructions. Mais ça va quand même être répugnant, et on va devoir creuser profond. Je le sais. On devrait peut-être rappeler Roswell. Pardon? Il nous aidera. Ça l'emballera pas, mais il viendra. Emma resta immobile, le regard dans le vide. Puis elle repoussa sa couverture, se leva, noua ses cheveux en queue de cheval avec un élastique pour tenir sa masse châtain. Bon, il va nous falloir un plan, reprit-elle. C'est sérieux là. Ouais. En même temps, il faut rester discret. Tous les gens que ça pourrait concerner sont occupés ailleurs, à l'hôpital, au commissariat. Papa est en bas et il ne reste rien de l'église. On va attendre la tombée de la nuit. Et là, on y va. Ils ont d'autres problèmes que du vandalisme dans le cimetière. Étendu sur mon lit, je tâchais de dormir un peu sans succès. Impossible, quand on envisageait de déterrer un corps. Tate appela 2 fois, mais je ne répondis pas et n'écoutais pas ses messages. Inutile de la mêler à l'épreuve qui nous attendait cette nuit. Si elle l'apprenait, elle serait horrifiée, ou pire, elle voudrait participer. Après une demi-heure de plongée dans le sommeil immédiatement suivi de réveil en sursaut, je me levai, descendis. Retrouvai mon père dans la cuisine. La bouilloire sifflait toujours, et on aurait dit qu'il n'avait pas bougé depuis mon arrivée. J'allais éteindre le gaz. Papa? Il leva sur moi un visage cireux aux yeux cernés. Oui. On s'en fiche du bâtiment. Il se redressa sur sa chaise, l'air de se demander s'il fallait prendre une expression triste ou furieuse, ou autre chose encore. C'est pas grave, continuai-je. L'église, c'est toi et la ville. Où elle est située, on s'en fiche. Tu en construiras une nouvelle, et la congrégation te suivra comme tu aimes. Et tout se passera bien.
Sur le moment, j'ai cru qu'il allait me traiter de mal appris, d'inadapté, m'assurer que les gens comme moi ne pouvaient pas comprendre. Pourtant, il restait là, assis, les mains sur les genoux, remuant la mâchoire. Et puis il se leva. Il traversa la cuisine et j'ai essayé de ne pas me raidir dans l'attente de ce qui pourrait se passer. Son regard fixe me laissait craindre qu'il me secoue, me frappe. Au lieu de quoi, il me prit dans ses bras, m'étreignit, une main derrière ma tête. Il exhalait l'épuisement, dans une odeur persistante d'âcre fumée. Il s'accrochait à moi comme une bouée de sauvetage. Armé des gants de travail de mon père, j'attendais Roswell devant sa maison. À 21h, il faisait nuit noire et la brune ne cessait d'emplir des flaques sur la pelouse. Je gardais le nounours dans ma poche et j'avais le cœur qui battait fort à l'idée de sortir de terre un être qui aurait dû y rester. C'était le genre de choses qu'on ne faisait qu'en dernier ressort, dans des cas désespérés. Roswell apparut, revêtu de son autre blouson, le noir. Je n'avais pas parlé de vêtements. Un instant, on se regarda par-dessus le toit de sa voiture. Pas un bruit dans le voisinage, pas d'autres véhicules, pas de passants. Gentry savait qu'il fallait avoir peur du noir. Quelques citrouilles sculptées brillaient encore de leur sourire tordu sur les porches. On y va? Il demandait ça comme si l'église brûlait régulièrement, comme si j'avais l'étude de l'appeler le soir de semaine pour lui demander de descendre armé d'une pelle. Je déglutis en essayant de maîtriser mon angoisse. Je voudrais que tu m'aides. On a un sale truc à faire. Ouvrir une tombe. Et regarde pas comme ça. La fille qui est censée y être enterrée n'est pas morte. Je l'ai vue ce soir. Mais on a besoin de ce qui se trouve dans le cercueil. Il ne parut pas se démonter et ne me demanda pas de répéter. Profanation de sépulture, ça s'appelle comme ça. Je me frottais les yeux, je sais. Mais ils ont enlevé la sœur de Tate, et on pourrait la récupérer que si on rapporte qui est enterré à sa place. Je n'arrivais pas à soutenir le regard de Roswell, et mes yeux se portèrent sur une autre site où il est donné lit. Qui ça, il demande-t-il d'un ton inquiet. Moi. Ils sont comme moi. Ne dis pas d'ânerie, personne n'est comme toi. Emma apparut au coin de la maison, la tête enrobée d'un foulard, traînant l'escabeau derrière elle, une bâche roulée sous le bras et un sac de marin en bandoulière. Alors, c'est vrai me demanda Roswell. Emma me tendit l'escabeau d'une main tremblante. Elle remonta le sac sur son épaule puis regarda Roswell qui la libérait de la bâche et de ses outils sans rien dire. On se mit en route vers l'église dans un silence absolu. Devant la barrière du cimetière, Emma fouilla dans le sac et en sortit une torche qu'elle me tendit. La lentille en était entourée d'une épaisse feuille de papier qui canalisa son rayon. Ainsi, elle inspecta discrètement le sol. Tout le reste était allongé dans l'obscurité. L'église de mon père avait disparu, mais les tombes du cimetière demeuraient intactes. Tout ce qui avait fait sa vie, il ne restait que la part de mort. Je levai le rayon blanc vers mon visage. Ah. Tu m'as l'air d'être très experte en infraction de cimetière. Je n'aime pas improviser, répondit les clés. Et puis, on ne s'attaque à personne. Un tour de clé dans la serrure et la barrière s'ouvrit sans rechiner. Cela me fit tout drôle de me retrouver dans cette allée. Je n'avais jamais mis les pieds dans un cimetière. On resta dans le carré non consacré en suivant les tombes anonymes autour du mausolée. L'odeur du fumet devenait plus forte que jamais, maintenant qu'on approchait à quelques pas des restes calcinés de l'église. Toute la ville en souffrait, au point que l'air y devenait difficile à respirer. Le calme des lieux avait quelque chose de lugubre dans ce silence qui semblait précéder l'orage. Même si c'était idiot de raisonner ainsi dans un lieu réservé aux morts. Emma ouvrit le chemin de ce coin de suicidés et des enfants morts-nés. Enfin, en principe, car ici c'était réservé aux monstres abandonnés dans leurs vêtements d'emprunt. On passa devant le mausolée en se dirigeant vers le mur du fond où se dressait la petite stèle blanche. Au bord de la tombe, Emma déposa la bâche, puis sortit de son sac des outils, qu'elle aligna tel un chirurgien avant une opération. Oriente bien la torche vers le sol. J'éclairai la tombe, boueuse et muette, en attendant qu'on y plante du gazon. Une fois qu'on eut ôté le plus gros de la boue, Emma installa sa bâche le long du trou. Maintenant, vous m'enlevez tout ça à la pelle, en essayant de ne rien salir. Comme ça, on pourra tout remettre en place quand on aura fini. On a reparti la tâche, Roswell et moi, sous l'œil d'Emma qui nous tendait les outils. La nuit n'en finissait plus.
J'étais descendue dans ma petite tombe et continuais de creuser, creuser, creuser. Je commençais à me demander si j'en sortirais jamais. La terre ramassée sur la bâche retombait parfois sur les côtés, maculait mes cheveux, mes vêtements et l'escabeau. J'avais mal au bras et dans le dos, si bien que malgré mes frissons de froid, je commençais à transpirer lorsque ma pelle heurta un obstacle dur et plat. Je balayai ce qui restait de terre et Roswell me rejoignit. Le petit cercueil se révéla plus lourd à soulever qu'on ne l'aurait cru, mais on le hissa en s'aidant des pelles. Le bois humide se couvrait de mousse. Il n'était en terre que depuis quelques jours, mais il sentait déjà le moisi. C'est un cercueil de crémation, annonça Emma si bas que je l'entendis à peine. Pas un vrai. Ouais, ça coûte moins cher, murmura Roswell. Emma sortit son tournevis et attaqua la fermeture qui avait déjà commencé à rouiller. Quand les vis sautèrent, elle passa une lame entre le métal et le bois. Soudain, elle étouffa un cri et ce fut toute la serrure qui sauta en grinçant. On attendit un instant, puis Emma réclama la torche avant de soulever le couvercle, révélant un corps minuscule dans un état remarquable. Emma promena le rayon sur le visage, et toute idée de perfection ne quitta instantanément. Le nez se déformait, prêt à s'effondrer. L'odeur qui s'échappait de la boîte semblait s'élever en volute, dominant à peine la puanteur chimique qui devait provenir du liquide d'abombement. Emma se releva d'un bond en vacillant, portant les deux mains à sa bouche pour s'empêcher de hurler. La torche tomba sur le gazon, révélant les autres pierres tombales. Roswell sauta pour aller la soutenir, mais moi, je ne pouvais pas bouger, les yeux fixés sur le petit corps, dans son linceul de satin. Faut qu'on le sorte! Le son de ma propre voix me paraissait lointaine. Ça va? Demanda Roswell en se pinçant le nez. Je fis oui de la tête. La pluie rendait tout flou, et au milieu du silence, je finis par ramasser la torche, puis me redresser devant le cercueil sans oser montrer que je tremblais de tous mes membres. Le rayon vibrant me trahit. J'essayais de le retenir, mais je ne sentais plus mes mains. Ce fut Roswell qui s'agenouilla pour toucher le corps, le bébé. Il se pencha sans hésitation, mais finit par poser la main dessus. Tellement courageux quand j'en étais malade. Ça ira? Demandai-je en braquant la lumière. Ou il est trop pourri? Non, il est en forme, c'est bon. Impossible qu'il ait été humain. Il parlait d'une voix cotonneuse, lointaine. Je tendis la torche à Emma, et je le savais. Bien sûr que je le savais. Ça ne faisait que confirmer l'évidence. Qui enverrait sans regret un bébé souffrir et mourir dans un monde empoisonné, sans le moindre sentiment de culpabilité? Ce petit aurait pu aussi bien être moi. Mais qui? Dit Roswell en se redressant. Je ne répondis pas, la gorge sèche à mon brûlé. Il contourna le cercueil pour venir me serrer dans ses bras. Je n'y tenais pas. J'aurais préféré qu'il me laisse reculer dans l'ombre, ne plus être personne. Je ne voulais plus rien voir. Roswell étreignait facilement les gens, mais pas sérieusement, comme si ça ne rimait à rien. Tandis que là, il me serrait contre lui, me retenant par ma veste alors que j'essayais de me dégager. Toute ma vie, il avait su rattraper les erreurs, dire ce qu'il fallait. Pourtant, là, il ne disait rien. Sous la pluie fine et froide, je savais que je ne tiendrais pas le coup s'il tentait de se sauver la face. À son tour, Emma se trouva près de moi, m'entourant de ses bras, posant la tête sur mon épaule. Je perçus sa chaleur à travers son sweatshirt. Elle sentait l'automne, la poussière et la maison, mais aussi l'église incendiée et la tombe. Je m'appuyai contre elle, me demandant comment je n'avais pas fini moi aussi dans une boîte en sapin des années auparavant. Combien c'était étrange que quelqu'un ait pu tant m'aimer. Quand elle me lâcha, je sentis léger, lointain, abruti, glacé. Au point de pouvoir toucher le corps, je le trouvais raide et froid, comme une poupée. De chaque côté, Emma et Roswell m'observaient sans rien dire. Finalement, elle poussa un petit soupir, murmura. Il faut le prendre quand même. On le sortit du cercueil pour l'envelopper soigneusement dans le blouson de Roswell. Il avait les cheveux sombres, épais, mais délicats, la peau grisâtre. Rien à voir avec la petite fille attachée au fauteuil de la dame. Emma caressa ce crâne fragile, posa le corps sur ses genoux. Je lui attachai le nounours autour du poignet, sans trop savoir quoi faire d'autre. Le petit être gisait tout raide, atroce, pitoyable dans sa robe de smokes. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Demandai-je. Emma contemplait encore le visage émacié. Dans les histoires de Changelin, les gens leur parlent, mais il n'y a pas de règle. Je sais pas quoi dire. C'est bon. Je crois que je sais. Je me penchai pour murmurer à l'oreille du remplaçant.
toutes les choses que j'avais eu envie de dire à la fille bleue de la maison du chaos. Lui raconter ce que quelqu'un lui avait fait, qu'on pouvait être horrible et effrayant, mais que ce n'était pas sa faute. Quand le fardeau dans les bras d'Emma se mit à remuer, j'eus envie de détourner les yeux. C'était encore plus impressionnant que lorsqu'il ne bougeait pas. Quant à ma sœur, elle observait d'un air désemparé. Je m'accroupis devant elle, ouvris le blouson de Roswell. C'était une petite chose délicate qui ressemblait bien à un véritable enfant, sans en être une parfaite réplique. Il rappelait Nathalie. Il cligna lentement les paupières dans ma direction, tendit ses petits bras. Il avait les yeux inexpressifs, nébuleux, mais bien noisettes, comme ceux de Nathalie, comme ceux de Tate. Il faut nous dépêcher, murmurai-je. Je songeais aux mains d'Emma quand les filles bleues lui avaient arraché ses gants, comme elle s'était mise à pourrir. Emma poussa un profond soupir. Les yeux baignés de larmes, elle maintenait la petite chose gesticulante et braillarde sur ses genoux, l'air de vouloir la déposer par terre. Oh, j'hallucine, marmonna Roswell en s'appuyant sur sa pelle. J'ai jamais vu un truc aussi tordu de ma vie. C'est juste un corps dont personne ne veut, expliquai-je doucement. Il n'y a rien de pire que moi. Voilà, on fait un petit dernier. La revenante. Chapitre 28. Roswell ferma le cercueil et le remplaça dans la tombe. En l'attendant tomber au fond, je frémis. 1 minute après, Roswell commença à le recouvrir de grandes pelletées. La tombe était presque remplie quand mon portable vibra. Tate. Comme je ne répondais pas, elle rappela 2 fois, puis ajouta un texto. Trop nul, Maki, je viens. J'éteignis le téléphone, le fourrai dans ma poche. Impossible de la faire changer d'avis. J'espérais seulement que, quand mon père ouvrirait la porte, il verrait en elle une personne affolée, accablée, et tenterait de lui faire entendre raison. Toutefois, je ne me fiais pas trop à son scénario. Je savais d'expérience qu'une fois lancée, cette fille devenait à peu près impossible à arrêter. Quant à mon père, il était plus que brisé. Elle n'aurait qu'à se présenter à la maison, pourrait commettre n'importe quelle gaffe en apprenant que je n'étais pas là. Pas très réjouissant. Bah alors, c'est quoi le plan demanda Roswell en balançant le reste de terre sur le tas. Resté assis sur le sol boueux avec la revenante sur ses genoux, Emma finit par se lever. J'étais encore appuyé sur ma pelle, essoufflé, pris de vertige, trempé de pluie et assez frigorifié. On descend dans la maison sous la colline de déchets et on ramène Nathalie. Ça va pas poser un énorme problème. Il suffit de faire diversion. Par exemple, avec une offrande ou un cadeau. La maîtresse de maison adore qu'on lui rende hommage. Et qu'est-ce qu'on pourrait bien lui offrir? J'y réfléchis un peu. Elle s'était mise dans une telle colère contre la Morrigan, au point d'inonder sa demeure, des années durant, au lieu de se contenter de la punir une bonne fois et de passer à autre chose. Elle veut pouvoir contrôler tout le monde. Faire tellement peur qu'on n'osera jamais plus lui désobéir, jamais plus la berner ou lui mentir. Mal à l'aise, Emma se rapprocha de moi, la revenant sur son épaule. C'est pourtant bien ce qu'on est prêt à faire, non? Dans le genre. Elle peut pas supporter qu'on lui joue des tours, mais j'ai pas trop la solution du problème. Et vous non plus. Roswell hocha la tête pensif. Ouais, mais on connaît des gens qui l'ont. Les jumeaux n'apprécièrent pas vraiment de se voir attirés dehors en pleine nuit sous la pluie et encore moins de se voir poussés à partager la peur rouge. Pourtant, ils se présentèrent au cimetière dans le quart d'heure qui suivit. Danny apporta le détecteur de mensonges. Il avait fixé une poignée comme si une vieille mallette, mais le portait entre ses bras. En principe, on pouvait compter sur eux pour ne pas se laisser choquer par quoi que ce soit. Ils prirent cependant la revenante avec moins de désinvolture que d'habitude. Un bon sang s'exclama Danny. Mais qu'est-ce que vous foutez, les gars? Vous délirez, là? Drew ne dit rien, mais finit par toucher le bras de la revenante qui eut un sursaut irrité. Le garçon recula. Je leur expliquai le plan tel quel et Drew hocha la tête, apparemment fasciné, ce qui n'était pas vraiment le cas de son frère. Écoutez, expliqua-t-il. D'accord pour empêcher de laisser de chez Nathalie, évidemment, mais pourquoi faudrait sacrifier notre projet le plus réussi? Je cherchais comment expliquer les tendances de la dame, son goût du pouvoir, mais ce fut Roswell qui répondit. Au fond, un cadeau convaincant pour une femme qui possède déjà tout. Tout maugréa Danny, résigné.
Ouais, ça fait un détectable mensonge datant de la guerre froide, on dirait. Là, dit Chou. C'est la même chose pour tout le monde. Le chemin vers le parc me parut plus long que jamais. Un vrai petit soldat. Emma portait sans broncher la revenante enveloppée dans le blouson de Roswell, et celle-ci semblait s'en accommoder, tranquille, bien au chaud, contre son épaule. En vue de la colline, j'ai voulu lui la reprendre. On va pas tous y aller. Ça servira à rien. De plus, maman et papa vont devenir fous et se demander où on est passé. Je devrais peut-être rentrer maintenant. Mais elle recula en entraînant la petite. Non, je vais avec toi. Avec toute cette terre sur le visage et sur le cou, elle avait l'air d'une évadée. C'était une battante. Jamais de la vie elle ne m'aurait lâchée. Arrête M'écriai-je. Servira à rien, ça serait trop dangereux. La chose dans ses bras choisit ce moment-là pour commencer à s'agiter, à moins qu'elle ne l'ait un peu trop serré. J'ai passé des années à t'empêcher de mourir, dit Emma en se rapprochant. Je t'avais jamais rien demandé. T'as pas besoin de me suivre comme ça, de t'occuper de moi. Tu avais ta vie. Je sais. Seulement quand je devais choisir entre toi et autre chose. C'est toi que je choisissais. Je ne suis pas sûre d'avoir toujours eu raison, mais tant pis. C'est moi qui l'ai fait. Toi, on ne demandait pas ton avis. Je t'avais choisi. Et ne l'ai jamais regretté. On discutait ainsi dans le noir devant la colline. Croswell et les jumeaux se tenaient derrière nous sans vouloir s'en mêler. Toute ma vie, on s'était ainsi affrontés dans l'obscurité, Emma et moi. On ne se rendait pas compte combien les gens peuvent mentir par la seule expression de leur visage. Tandis que la voix d'Emma avait toujours été honnête, je croyais encore davantage à ce qu'elle racontait. Et là, elle devenait effrayante de conviction. Je t'en prie, insistai-je. Tate va venir à la maison. Elle y est peut-être même déjà. Je sais pas ce qu'elle va faire quand elle va voir qu'on est parti. Elle est capable de se mettre à notre recherche. Faudrait que tu l'arrêtes. Et la loi du parc du cimetière. Si elle s'en mêle, ça va tourner au désastre. Emma ne répondit pas, mais finit par hocher la tête et lança Roswell prendre la revenante. Merci, dis-je à ma sœur. Elle se hissa sur la pointe des pieds et m'embrassa sur la joue. Fais vite, d'accord? Puis elle tourna les talons et repartit vers Wall Street. Je la suivis des yeux alors qu'elle traversait l'air de jeu, la tête basse. Je savais qu'elle pleurait, mais je n'y pouvais rien. On escalada la barrière, je conduisis les garçons au pied de la colline, me servis du couteau éplucheur pour ouvrir la porte de la maison des misères. Dans le vestibule, le garçon en uniforme me demanda ma carte et je lui dis que je n'avais pas de putain de carte. Il me jeta un regard contrarié et je l'envoyai se faire voir. Derrière moi, les jumeaux examinaient les lieux d'un air incrédule et Roswell se tenait court, ce qui n'avait rien de surprenant puisqu'il portait un bébé pourrissant qui couinait mort encore une heure auparavant. C'est très mal élevé d'emmener des visiteurs sans invitation, m'informa le garçon. On apporte un cadeau, répondis-je. Un objet rare, sans prix, qu'elle n'a encore jamais vu. Mais elle va adorer. Sans un mot, il fila dans le couloir, mais au lieu de nous amener vers le salon de lecture et nous conduisit dans une large galerie, nous fit passer les portes à double battant. Madame va vous recevoir dans le salon, le grand salon. C'était une pièce encore plus chic que la première, avec des tapis persans, des vases peints conservés dans des niches le long des murs, des sculptures en bronze d'oiseaux en vol et des porcelaines ornaient les guéridons. La dame se reposait dans un grand canapé sombre. Nous voyant arrêtés sur le seuil, elle nous accueillit d'un sourire, comme si elle nous attendait. J'entrai avec Danny, tandis que Roswell et Drew se restaient sur place. Drew légèrement en avant, afin de cacher la revenante. Monsieur Doyle, lança la dame, que c'est charmant de vous revoir. À quoi devons-nous ce plaisir? Je gardai une expression neutre, aimable. J'ai repensé à ce que vous m'aviez dit. Je me suis montrée très excessive, je le sais, et je voulais vous apporter un cadeau. Elle me décocha un sourire interrogateur, regarda derrière moi, et son sourire disparut. Renvoyez-les, tonitruya-t-elle. Dehors, tout de suite! Sur le moment, j'ai cru qu'elle avait aperçu la revenante, mais il me fallut une seconde pour comprendre qu'elle parlait de Drew et d'Annie. Je m'interposai. Il ne faut pas les renvoyer tous les deux. C'est grâce à eux que je suis là. Vous emmenez des monstres anormaux chez moi? Comment osez-vous? Comment pouvez-vous souiller ainsi ma maison? À vrai dire, je m'étais jamais étonnée de la ressemblance entre les jumeaux. En tout cas, ils m'avaient toujours paru plus normaux que moi. Apparemment, tout le monde ne voyait pas la monstruosité du même œil. Bras ouverts, je m'approchai de la dame. Attendez, si Drew s'en va, Danny peut au moins rester pour le cadeau. Il faut que l'un d'eux
reste pour vous montrer comment ça fonctionne. Très bien, répondit-elle l'air contrarié. Vous, avec le cadeau, vous pouvez rester. Que l'autre attende dans le couloir. Joe et Roswell battirent précipitamment en retraite et la dame reporta son attention sur moi. Quel cadeau m'apportez-vous? Je voulais vous offrir quelque chose qui vous rende service. Vous vous êtes plainte des mensonges de la Morrigan. En ville, il existe une solution. Cet appareil devrait empêcher n'importe qui de vous mentir. Elle sourit d'un air gourmand. Ah, voilà qui constituerait effectivement un précieux cadeau. Elle ne me regardait pas, pour ainsi dire, les yeux fixés sur Danny. Pourtant, cela me paraît tellement ordinaire. Il s'agenouilla par terre, ouvrit la mallette. Ça fait partie du processus, expliqua-t-il. Personne ne sait que vous avez ça jusqu'à ce qu'il soit trop tard. J'amorçai un mouvement de retraite vers la porte. Pendant que vous apprenez à le faire fonctionner, ça vous ennuie pas si je rejoins mes amis? Elle ne leva même pas la tête, les yeux fixés amoureusement sur les mains de Danny qui ouvrait la peur rouge. Roswell et Drew attendaient dans le couloir, l'air anxieux. Je n'ai pas emballé à l'idée de laisser Danny seule, mais il fallait qu'on trouve Nathalie. On repartit en direction du vestibule et de là, je retraçai mon chemin vers le salon de lecture. Je me doutais que malgré l'immensité des souterrains, beaucoup moins de gens y vivaient que dans la maison du chaos. On trouva la pièce sans trop de mal et surtout sans rencontrer personne. La cheminée était éteinte, de même que les lampes murales. Je ne l'aperçus pas tout de suite et je me suis dit qu'on avait dû l'installer ailleurs. Dans ce cas, je ne voyais pas comment la trouver. Pourtant, Nathalie était bien là. Elle avait apporté le coussin sous une table basse et restait à observer sa cage à oiseaux, les cheveux en bataille, les nœuds défaits. Elle avait enlevé ses bottines et une chaussette. Je m'accroupis près d'elle, tâchai de l'attraper. Mais elle se détourna en se cachant le visage. Je vis alors qu'elle portait une balafre à vif qui l'encerclait le poignet, au rouge sur les bords, noir au centre. Autour, la décoloration se répandait sous la peau en direction de l'épaule. Rose, lançai-je d'une voix aussi calme que possible, pour ne pas effrayer la petite. Prends le nounours sur la revenante. Vite. Il vint se planter derrière moi. Et le plan alors, il faut que c'est l'air vrai. Dépêche. Bon, c'est toi qui vois. Il dénoua le ruban du poignet du bébé, qui poussa un cri et on entendit un lourd choc. Bon sang! Je fis volte-face. Mais je savais déjà ce que j'allais voir. Roswell avait fait tomber la revenante par terre, et celle-ci ne représentait désormais plus aucun aspect humain. Elle bougeait toujours, gigotant sur le dos, mais sa peau avait viré au gris foncé. Elle se hissa sur ses petites mains, me regarda de ses iris aussi jaunâtres que ses dents. Sous sa table, Nathalie émit un cri suraigu, comme un lapin pris au piège, et Roswell plongea vers la revenante, jeta son blouson dessus, la récupéra en cachant sa tête. Mais la fillette avait déjà filé à l'autre bout de la table, en se cachant le visage, tâchant de se réfugier dans un coin. Nathalie, soufflai-je. C'est bon, tu peux sortir maintenant. Je ne voulais pas la saisir. Pourtant, il allait bien falloir que je le fasse. Ce fut là que Drew s'assit à côté de moi et sortit une pièce. Et t'aimes les tours de magie, Nat? Il promena la pièce sur ses articulations, la fit danser entre ses doigts jusqu'à son poignet. J'étais ton voisin, tu te rappelles? Elle ne répondit pas, mais au bout d'une seconde hocha la tête. Je m'agenouillai pour tenter de défaire le nœud de la ceinture qui l'attachait à la chaise. Roswell essayait de garder la revenante, cachée sous sa veste, mais elle remuait trop. Dès que j'eus détaché le ruban, Drew se pencha sous la table, sans jamais détourner les yeux de Nathalie, même lorsque la revenante se mit à geindre et à se débattre. On va te ramener chez toi maintenant. Allez, va falloir que tu te caches les yeux. Pendant une seconde, elle ne bougea pas, alors elle répéta sa dernière phrase. Et là où elle laissa tomber l'oiseau mécanique pour poser les mains sur ses paupières. Drew la prit dans ses bras et la détourna de Roswell, qui ouvrait son petit blouson en essayant d'échapper au coude du petit corps agité. Ça va mal, murmura-t-il en nouant le ruban à la taille de la revenante. On va se faire choper, c'est sûr, ça va mal. Tu ne te doutes pas à quel point, lança une voix enrouée derrière nous. Une silhouette se tenait les bras croisés dans l'encadrement de la porte, tellement immobile qu'au début je ne pus distinguer son visage. Je ne voyais que l'éclat sauvage de ses yeux. Pardon de me montrer si hardi, mais nous vivons dans un monde tellement détraqué.
Il s'avança et je reconnus alors le Cooper, exactement tel que je l'avais vu la première fois. Ce n'était qu'il portait maintenant des gants noirs garnis de courtes griffes d'acier. Nathalie avait jeté ses bras autour du cou de Drew et s'accrochait à lui. J'essayais de ne pas chanceler quand le Cooper s'approcha de moi, accompagné de nuages ferrugineux. Tu pourrais nous expliquer ce que tu fais dans les appartements privés de la dame, avec deux intrus et un cadavre? Roswell se leva, l'air résolu, nettement moins effarouché que moi. Il était plus grand que le Cooper, mais sans différencier par son allure, plus jeune, dépourvu de tout aspect cruel. Vous jouez à quoi, là? Père Fouettard? Je préfère me voir comme un démon, sourit le Cooper. Mais peu importe, je me contenterai d'évoquer tes pires cauchemars, ou même de passer pour un monstre ou un lutin, selon la dénomination que tu voudras bien m'attribuer. Je reculai encore dans l'espoir d'échapper à cette odeur. Mais c'est parce que désire la dame, dis-je. Elle n'aime pas qu'on lui donne des noms. La dame n'a ni vision ni perspective. Elle ne supporte pas l'idée d'être autre chose qu'une déesse. Elle aspire à une vie qui n'existe pas. Nous ne serons jamais plus la race de ce que nous avons été. Il est temps de revenir à autre chose. Je pris une profonde inspiration et ma gorge me brûla tout du long. À quoi? Le Cooper me considéra avec une attention polie, presque intéressée, avant de m'adresser un sourire aux gencives enflées et frapper du poing une cloche de verre sur la cheminée. Elle explosa en 1000 morceaux qui se répandirent au sol avec un bruit effrayant. Roswell tressaillit. Drew essaya de protéger Nathalie en lui couvrant le visage d'une main. Le Cooper fit un saut de côté, esquivant les débris. Nous ne sommes pas en train de négocier de passer un marché. Si vous refusez de me rendre ce petit agneau, je vais m'en prendre systématiquement à tous ceux que vous aimez et ont coupé des morceaux jusqu'à vous faire obtempérer. Vous devez comprendre que je ne reculerai devant rien. Ce fut moi qui reculai pour tenter de mettre la distance entre nous, me prenant les pieds dans les fauteuils derrière moi. Il me suivit. Tu croyais pouvoir entrer ici et changer un enfant contre un morceau de viande sans intérêt? Nous connaissons déjà la manœuvre, cousin. C'est nous qui l'avons inventée. Pourtant, vous êtes fait avoir quand la Morgane est venue chercher ma mère. Elle a déposé une revenante à sa place et la dame a tout gobé. Elle voyait pas la différence. Et vous non plus. Je criai presque quand il arriva à ma hauteur. Il m'attrapa par le pan de mon blouson et me plaqua contre le mur. Près de ma tête, un cadre de scarabée tomba, se cassa et son contenu se répandit sur le sol. Derrière apparut la haute silhouette indécise de Roswell. Le Cooper colla son front contre le mien. Dupe-moi une fois, gronda-t-il. Honte à toi! Il pressa l'arête de son nez contre la mienne. Son souffle furieux pénétra directement dans mon larynx. Dupe-moi 2 fois! Et je te coupe la gorge! Hé! cria Roswell en secouant le manteau du Cooper. Lâche-le! L'atmosphère devenait tellement lourde que j'avais du mal à concentrer ce qui se passait dans la pièce. Tout ce que je voyais, c'était des lueurs meurtrières dans les yeux noirs du Cooper. C'est l'intrus qui parle, demanda-t-il sans se retourner. C'est lui qui ose me toucher. Tu dérailles, mon garçon. Il a raison, murmurai-je. Te mêle pas de ça. Il aime trop la torture. Le Cooper partit d'un sourire éraillé. La torture, non. Je veux juste voir le sang couler, cousin. C'est si joli quand il capte la lumière. Ricanant de plus belle, il se pencha encore vers moi. Je perçus de nouveau l'odeur de rouille et aussi de maladie. Son sourire, en croissant de lune, m'obligeait à fermer les yeux. Je clignai les paupières et ne sentis bientôt plus que son haleine sur mon visage. Cousin, me glissa-t-il à l'oreille. Regarde-moi. Il me saisit par la mâchoire. Regarde, je vais te marquer de mon sceau sur le cœur et tu oseras enfin soutenir mon regard comme un homme. Après quoi, je te briserai
et tu me supplieras comme un petit garçon. Il se tenait si près que je distinguais la texture ventreuse de ses gencives tout en me demandant où étaient Roswell et Drew, s'ils allaient le laisser me découper. Tout ça correspondait à ce qu'il cherchait. Souffrance, sang, supplication. Nous allons commencer par ta face. Il portait une longue lame acérée étrangement brillante qui semblait jaillir directement de sa main. Ton sourire va s'agrandir. Dans la puanteur de sa respiration, je ne percevais qu'odeur, étourdissement. La pièce rétrécissait, je resserrais, je n'arrivais plus à faire le point. Au bord de la nausée, je me sentais trop léger pour tenir debout. J'étais seule. Roswell et Drew avaient disparu. Il ne restait que les murs derrière mon dos et les lames devant mon visage. Le Cooper ajusta son emprise tout en agitant le couteau sous mon nez. Ouvre grand la bouche, ordonna-t-il. Je serrai les dents en me préparant au goût métallique, à la douleur qui allait effacer le reste du monde. C'est alors qu'apparut la main de Roswell dans mon champ de vision qui s'abattit sur la face du Cooper. Dans un sifflement et une odeur de chair brûlée, celui-ci recula. Je n'eus pas la force de me reprendre et m'effondrai le long du mur jusqu'au sol. Assis à quelques pas de là, la revenante posa sur moi un regard jaune et vidé. « Fous-lui la paix !» cria Roswell en s'interposant. Et portant Nathalie sur son bras, Drew se joignit à lui, les épaules carrées, les jambes bien plantées. Les dents menaçantes, le Cooper ricana de plus belle, et sur le coup parut plus effrayé que n'importe quel habitant du crassier. Une empreinte ronde et pointillée lui marquait maintenant la joue comme une morsure. « Comme vous voudrez, » conclut-il en dirigeant vers la porte. « Ce n'est pas grave, la suite viendra. À vrai dire, je préférerais même ce dont elle va me gratifier. L'horreur, les hurlements. Tu pourras y assister, bien sûr. » ajoute-t-il à l'adresse de Drew. « Câline-la tant que tu pourras, chante-lui des chansons. Elle mourra quand même, dès ce matin. » Drew étreignit davantage Nathalie qui se cacha le visage pour ne plus voir le Cooper. Ce dernier s'éclaircit la gorge et cracha, puis envoya promener le coup de pied et les restes de la cloche de verre sur le tapis, avant de sortir de la pièce. La porte claqua derrière lui et une clé tourna dans la serrure. Roswell se tenait devant moi, les poings serrés. Il finit par ouvrir la main, l'air furieux, le souffle court. Il tenait une capsule de bouteille. Il la rangea dans sa poche et alla vérifier que la porte était fermée et envoya un coup d'épaule, un coup de pied sans grande conviction et finit par annoncer ce que je savais déjà. Bon, peut pas, elle est trop lourde. Je restais abachi contre le mur, me sentant rouler lentement vers le sol. Je crus voir ma main se poser sur le cadre cassé. En ressortir pleine d'éclats de verre, plantés dans ma paume et de scarabées écrasés. Roswell s'accroupit près de moi et jeta un coup d'œil vers Drew. « Il a pas l'air en forme, tu pourrais m'aider ?» Drew s'approcha sans lâcher Nathalie pour autant. « Minute, je veux pas la déposer là où il y a du verre, elle porte pas de chaussures. » Il semblait abasourdi. Roswell examinait ma main et se débarrassait des débris qui s'y étaient plantés. Je regardais le sang qui en coulait, sombre, épais, presque mauve. « Bon, ça va !» affirma-t-il. Je reconnaissais bien là sa fanfaronnade et son enthousiasme, même s'il en faisait des tonnes. En fait, sa voix n'annonçait rien de bon. Il m'avait joué 10 fois cette comédie quand je tremblais de fièvre à côté de lui. Cette fois, il laissa passer une seconde avant de reprendre un ton plus sincère. Sauf que là, on est baisé. Ma main commençait à me faire vraiment mal, mais je respirais mieux. Danny est toujours dehors. Il pourrait retrouver Emma ou mon père. Il pourrait nous aider. Roswell se redressa, se débarrassa des morceaux de verre et de scarabée arrachés à ma paume. Ouais, compte là-dessus, ouais, marmonna-t-il, pas convaincu. C'est notre seul espoir pour le moment. Un bruit de bagarre retentit dans le couloir, puis on tourna la clé dans la serrure. La porte s'ouvrit sur un Danny ébouriffé et furieux. Le Cooper le tenait par le col. Allant faire marcher sur la pointe des pieds. Un bleu lui marquait les joues et la lèvre saignée. Le Cooper le jeta dans la pièce et claqua la porte. Danny tomba sur le sol, se redressa. « Ouais, désolé, hein !» maugréa-t-il. « J'ai essayé, hein, mais elle est pas idiote, hein !» Drew vint l'aider à se relever en lui époussetant ses vêtements d'un geste machinal. « Ça a déconné ? Elle était pas contente ? » « Je te disais qu'il fallait pas bouger l'appareil, ça a dû court-circuiter. » « Bah non, elle a voulu l'essayer. »
Mais, intervint Roswell, tu lui as juste lui montrer ce que ça faisait. Comment elle a pu savoir ce qu'on voulait faire? Bah, c'est un détecteur de mensonges, bon sang. Elle m'a posé des questions. D'après toi, jusqu'à quel point ça n'a pas fonctionné? Attends. Elle l'a essayé sur toi? Roswell ferma les yeux, les rouvrit et se laissa tomber en soupirant sur le canapé, tandis que Danny faisait les 100 pas et que j'essayais de respirer aussi profondément que possible. Ouais, désolé, répéta Drew en tapotant les lèvres sanguignolantes. Il attrapa un apron de dentelle pour tâcher d'arrêter l'hémorragie et s'assit dans une bergère, les yeux fixés sur le plancher. Je pris place entre Roswell et Drew. La revenante se tenait face à nous, au bord de fauteuil de velours. Roswell se pencha vers elle, la résignée. Mais on peut pas la laisser là, soupira-t-il. Elle avait l'air d'une peluche adossée au bras de fauteuil immobile, ne respirant même pas. J'étayais les yeux vides, des iris jaunes foncés à la cornée jaune plus claire. Elle ne ressemblait à rien aux filles bleues, et murmurait, riait comme n'importe qui d'autre. Elle était comme vide. Et je me demandais si c'était ma faute, si je ne l'avais pas brisée en la déterrant. Je crois pas que ce soit important. Finis-je par répondre. Elle sait pas où elle est. Elle se fiche de ce qui se passe et des gens qui traînent autour d'elle. On peut quand même la détruire. S'inquiète Roswell. J'énonçais les risques courus par les filles bleues selon la liste de Morrigan. En lui coupant la tête ou en l'achetant dans un feu. Ton ami Griffu, il est capable d'être décapité par plaisir. Je reconnus que oui d'un hochement de tête. Bah alors on la laisse ici, conclut-il. C'est bon, je sais pas ce qu'on va en faire. Je fermai les yeux et appuyai la tête sur un dossier du canapé. Si on peut la sortir d'ici, je connais quelqu'un qui la prendra chez elle. Je savais que la Morrigan et la maison du chaos s'occuperaient de cet être étrange, brisé sans doute, mais qui avait encore sa place là-bas, qui était déjà plus loin que ce à quoi je pouvais moi-même prétendre. Joe s'adossa lui aussi dans un soupir. Nathalie s'agrippait toujours à son cou, le visage caché contre son épaule. Va l'emmener, alors qu'on peut déjà pas sortir nous-mêmes. Forcément, dans un souterrain, on ne trouvait pas de porte de service ni de fenêtre pour s'évader. Le panneau de sortie mesurait 60 cm d'épaisseur et ses gonds s'ouvraient de l'extérieur de la colline. Le silence tomba sur la pièce. On attendait la suite. Le col de mon blouson portait encore les traces des griffes du Cooper, mais je restais là sans bouger, sans essayer de le réajuster. Ça me faisait pas très mal. Nous étions plongés dans une paisible semi-obscurité, les coudes sur mes genoux. Je me dis que c'était parfois ainsi que s'achevait le jeu. On avait beau faire de son mieux, on filait quand même droit vers l'enfer. Merci à tous pour votre présence, je vous souhaite une agréable après-midi, puis on se retrouve très vite pour la suite. Bisous bisous.